qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a plus de cheveux. Tout est tombé. Il était allé chez le coiffeur? Non, il n'est pas été chez le coiffeur. Il s'est fait une greffe capillaire. Bref, je vous en parle après tout ça. Mais là, on va parler aussi des caméras Kinifinity. Vous m'avez beaucoup sollicité pour que je vous en parle. Comme j'avais pas mal de vidéos en avance, du coup, ça arrive un peu en retard. C'est un peu à défaut d'actualité. Bref, on parle de tout ça après le générique. C'est parti. Donc oui, j'ai fait une petite greffe capillaire grâce à mon sponsor de cette vidéo qui s'appelle Erneva, qui est une clinique en Turquie et qui m'a gentiment pris en charge pour cette belle greffe capillaire qu'on m'a fait devant et derrière. Bon, je vous explique un peu le principe vite fait parce que j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mets ici dans les fiches sur ma chaîne secondaire où j'explique un peu plus en détail. Mais en gros, on me prend sur les côtés et on me met là. Et tout ça, ça a été fait grâce à Erneva, qui sont donc en Turquie, à Istanbul, vous l'avez compris, qui est un peu la capitale des cheveux. Et vous avez leur site internet que je mets évidemment dans l'espace description et commentaires. Et bref, ils ont été top. Tout est pris en charge dans le sens où l'hôtel est dans la clinique. C'est vraiment top. Il y a un réel suivi. On vous est accompagné du début jusqu'à la fin. Et quand je dis début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'arrivée à l'aéroport jusqu'à le retour à l'aéroport. Bref, c'est vachement bien. J'ai passé un super moment. Ça fait pas mal. Bref, tout est dans la description dans la vidéo si vous avez envie d'en savoir plus. En tout cas, Erneva, merci. Et vous suivrez par ma chaîne, hein, l'évolution de la greffe et de nouveaux cheveux que je vais pouvoir avoir et des nouvelles coiffures de beau gosse que je vais pouvoir donc acquérir. Mais ça, on en parlera dans les prochains mois. Bref, je reviens sur cette actualité qui est un peu obsolète parce qu'on en a parlé il y a 15 jours, une semaine. Mais j'y reviens maintenant parce que vous avez été plusieurs à me solliciter en me demandant alors qu'est-ce que tu penses des nouvelles caméras Kinifinity par-ci, Kinifinity par-là. Et ben nous y sommes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense grâce à cet article de chez YM Cinema Magazine qui reprend en gros globalement les deux nouveautés des caméras, à savoir la Mavo 6K LF et la Mavo 6K Super 35. C'est dingue parce qu'en ce moment, on est à fond dans le LF, ouais, ok, mais Super 35 quand même un peu. Hein. Donc il y a des caméras comme chez Red qui se disent bon bah on fait un peu les deux, c'est-à-dire qu'on vous fait un capteur LF mais aussi un capteur Super 35, deux en un, ce que je suis beaucoup moins fan. Parce que hormis cropper dans le capteur, ça vous casse un peu la qualité de l'image. Bref, là ils ont sorti plutôt deux caméras. Et quand on regarde sur le papier, déjà quand on regarde la gueule des caméras, bon, on peut pas s'empêcher de se dire que ça ressemble quand même à de la Red, quoi. Hein. Comme je vous ai dit plusieurs fois, hein, ça se renifle derrière. Et on est quand même sur des boîtiers qui ressemblent étrangement à des boîtiers de chez Red. D'accord ? Faut pas oublier que c'est quand même Red avec la Red Epic M qui a lancé ce concept de boîtier. Hein. Faut pas l'oublier. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il est dit, enfin, qu'est-ce qu'on en dit sur le papier? Sur le papier, c'est quand même pas mal. Je dis bien, c'est pas mal du tout. Parce qu'en-delà de faire une caméra Super 35 et une caméra LF, il y a quand même une chose qui est très importante, qu'on parle peu, mais c'est le ratio natif du capteur, qui lui est de 3/2, à savoir 1/5. Contrairement par exemple à Red, qui est plus sur un modèle VistaVision 1.9. Alors pourquoi le A5 c'est bien? Puisque le 1.5 est un ratio qui permet de se mettre à cheval entre faire du sphérique et exploiter du 16/9 ou du 1.85, et d'un côté de faire de l'anamorphique en rapport de 2, et qui permet notamment de pouvoir exploiter un ratio qui est très utile pour l'anamorphique en rapport de 2, parce que pour moi le vrai anamorphique c'est celui du rapport de 2, qui est avec un ratio de 1,20. Parce que 1,20 x 2, ça fait 2,40. Donc, on est à 1,5. Voilà. Du coup,
Et bien, quand on choisit l'un ou l'autre, eh bien, il n'y a pas de préférence. Vous voyez, on n'a pas, on n'est pas, on est, par exemple, si on prend de la RED, qui a un ratio de 1,9 nativement, eh bien, lorsqu'on veut faire du 1,20 pour faire du scope anamorphique, eh bien, vous foutez quand même pas mal de capteurs en l'air. C'est quand même dommage. Foutre du capteur en l'air, c'est forcément perdre de la définition, c'est perdre de l'image, enfin, ça apporte beaucoup, beaucoup d'inconvénients. Or, à la base, l'anamorphique, c'était pas fait pour ça. Lorsqu'on travaille en 35 mm et qu'on fait de l'anamorphique en 35 mm, le but, c'est de pouvoir exploiter le maximum de place sur la pellicule. Donc là, contrairement avec l'évolution du numérique, c'est que là, on a tendance à en perdre. Donc les caméras, notamment Arri, qui est passé sur le fait de faire du capteur 1,55 ou du capteur 1,40, je ne sais plus, était une idée judicieuse de pouvoir présenter des caméras qui font à la fois du 4 tiers et du 16 neuvième. Du 16 neuvième pour faire du sphérique et du 4 tiers pour faire de l'anamorphique. Donc déjà, le choix du CMOS 3.2, c'est un choix, on va dire, on ne peut plus professionnel. Donc c'est très bien. Ensuite, le double ISO natif 800-3200, qui est très utile. Je trouve qu'il est très utile. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui encore chez Red. Donc voilà, c'est très utile. Et le choix, en fait, est le choix du codec d'enregistrement où ils se sont basés sur de l'Apple ProRes, qui est un très bon choix. Et merci de ne pas avoir mis de l'Apple ProRes RAW. C'est une chance énorme, car franchement, une caméra qui enregistre en Apple ProRes RAW est une caméra qui sort catégoriquement de son activité professionnelle cinéma. Voilà, pour moi, les caméras avec de l'Apple ProRes RAW ne peuvent pas jouer dans la cour des caméras de cinéma, puisque vous savez que l'Apple ProRes RAW, le gros problème, c'est qu'il n'est pas reconnu par DaVinci. Donc c'est quand même problématique, hein. Voilà, donc deux capteurs, Super 35 et LF, des capteurs avec des vitesses qui peuvent monter, j'ai vu, à presque 96 images par seconde. Voilà, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est pas moi. Après, moi, voilà, je me dis que franchement, quand vous voulez faire au-delà de 75 images par seconde, c'est plus les mêmes caméras, hein. On passe vraiment sur des caméras slow motion. Latitude de 14 diaph, ce qui est vraiment pas mal, hein. N'oublions pas que l'Alexa, les Alexa, les premières générations d'Alexa étaient sur du 14 diaph, hein, donc c'est quand même pas mal, ça joue dans la cour des grands. Donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué très utile, c'est évidemment les sorties SDI, mais aussi la multiplication des sorties SDI indépendantes. Alors indépendantes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on peut en mettre une avec un log, une autre avec une lutte, etc. etc. Je ne sais pas trop, j'ai pas accès au menu de ces caméras. Voilà. Alors en plus, les images qu'on voit de cette caméra, on voit que c'est des images un peu 3D, c'est pas véritablement la caméra, ça me fait vraiment penser à Red lorsqu'il sortait les caméras et il fallait attendre 6 mois avant de recevoir la sienne. Voilà, donc après, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est un peu les accessoires. Je sais pas trop ce que ça vaut. Est-ce que c'est du solide? Est-ce que c'est pas du solide? Voilà, je suis un peu... Enfin, voilà. En tout cas, moi, ce que je vois à l'écrit, c'est que c'est des caméras qui sont très bien pensées pour avoir une activité vraiment cinéma professionnelle. En revanche, bien évidemment, le problème qui va se poser, c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, les loueurs les testent. Si les loueurs ne les ont pas, on va pas pouvoir les découvrir, ces caméras. Alors ensuite, c'est les nouvelles montures. Alors, c'est là que j'ai pas trop bien compris. Ils conservent le KineMount. Je sais pas ce que c'est que le KineMount, hein, voilà. Visiblement pour pouvoir mettre des adaptateurs EF, PL et LPL. Bon, ok, donc je pense que c'est une monture, et puis après vous avez des adaptateurs qui permettent de passer de KineMount à EF, PL et LPL. Pourquoi pas? Parce que je connais pas d'objectifs qui sont en KineMount, hein. Donc voilà, donc ça c'est plutôt à la limite judicieux, et j'aime bien les affichages. Après, j'ai l'impression que, dites-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des ND internes. Bon, bah ça c'est un peu... voilà, c'est vrai qu'on a tendance à s'habituer comme Red les amis, enfin Red les amis sur sa Raptor. Si vous voulez, on a... Voilà, je trouve que le ND interne aujourd'hui est quand même assez utile. Mais alors là, il y a les accessoires. Je ne sais pas ce que vaut le viseur. Est-ce que le viseur est solide? Est-ce qu'il n'y a pas de jeu, etc. Bon, voilà. Après les batteries, vous n'êtes pas obligé de prendre les batteries, puisque en fait, c'est des batteries à V-mount, donc c'est format standard.
Voilà, mais le plus intéressant, donc ce qui est intéressant, voilà, c'est les Apple ProRes qui va jusqu'à l'Apple ProRes ESC. Donc l'Apple ProRes ESC, c'est quand même du 444 12 bits, hein, donc on est quand même bien. C'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est marrant, il n'y a pas un format RAW, il n'y a pas ceci, mais bon. Je veux dire, à partir du moment où on a un bon Apple ProRes 444 12 bits et qu'on a un bon log, parce que là aussi, on a besoin de voir ce que donne le log, à quoi il ressemble, etc. Là, il va falloir faire connaissance avec un nouveau log. Et aussi, j'ai pas l'impression que je l'ai vu dans DaVinci, dans les Color Transform. Peut-être qu'il y aura des mises à jour ou autres. Après, dès qu'il est Mac propriétaire, 1 Tera, 2 Tera, bon, après, c'est peut-être pas du RAID, donc ça coûte pas 3 bras pour avoir un SSD. Voilà, les accessoires, ok. Et surtout, le plus, quoi, c'est le prix, quoi. C'est-à-dire que 4000 $ en Super 35 et 6000 $ en LF, ce qui revient à un boîtier qui coûte que dalle. Mais alors attention, avant de vous précipiter sur le choix de cette caméra, je vous le dis encore une fois, n'oubliez pas que ce n'est que le boîtier et qu'il va falloir des accessoires, énormément d'accessoires et des accessoires qui coûtent cher pour pouvoir équiper cette caméra et pouvoir la rendre, entre guillemets, prête à l'emploi. Donc clairement, hein, ce qui coûte le plus cher, c'est quand même les optiques, vidéo HF de qualité, follow focus de qualité, pare soleil, optique PL, etc. etc. Bon, bref, vous avez compris que le prix du boîtier, je dirais pas que c'est une goutte d'eau, mais quand même, il va falloir quand même s'imaginer qu'il va falloir mettre encore le triple de l'autre côté. Quand on regarde là, je suis par exemple sur le LF, mais c'est pas sur le LF que je vais m'attarder, c'est plutôt sur les données spécifiques du Super 35. En fait, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'en Super 35, l'image circle, hein, je vous ai montré ça ici, l'image circle, c'est-à-dire l'image qui est capable de donner un optique Super 35, c'est 32 mm. D'accord? Or, si vous avez suivi ma chaîne, j'ai expliqué que notamment sur les Alexa qui étaient en format 3/2, il y avait un gros problème, c'est que les capteurs, donc qui sont des caméras Super 35, hein, à la base, c'est pas des caméras LF. Le circle était beaucoup plus large que celui du Super 35, ce qui pouvait poser problème. Et comme par exemple, si vous avez envie de tourner en Super 35 avec des optiques Super 35 sur la prochaine Harry, ou même sur la Harry XT, hein, vous ne pouvez pas exploiter la totalité de la résolution. Vous êtes obligé de cropper parce que même si c'est une caméra Super 35, eh bien l'image circle que demande le capteur est beaucoup plus large que celui d'un Super 35. Or, quand on regarde sur la Kinefinity Super 35, en fait, on s'aperçoit, vous voyez, dans l'active ARA, là, on s'aperçoit que tout est inférieur à 32 mm. C'est-à-dire que quel que soit le format d'utilisation, par exemple 6K OpenGate, OG, donc OpenGate, c'est-à-dire qu'on va prendre la totalité du capteur et on va enregistrer une image en ratio 1:5, ce qui est plutôt utile, hein. Moi, j'ai fait des pubs, par exemple, en ratio 1:5, hein. Le ratio 1:5 est un ratio qui est parfois utilisé en pub. Pour la beauté, son format qui est quand même proche du 4/3, eh bien, grâce à n'importe quelle optique Super 35, ça va couvrir jusqu'à l'OpenGate, parce que l'OpenGate, ça fait 28,8 mm. Or, l'Arri Alexa, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé d'utiliser des optiques LF. Donc là, on s'aperçoit que tous les formats sont compatibles Super 35. Donc ça, c'est vraiment un plus-plus. Là où chez Harry, ça pêche un peu. Évidemment, quand vous montez sur des capteurs LF, eh bien, vous êtes sur le plus large, c'est le 43,3. Donc le full frame OpenGate. Et le 43,3 mm, c'est justement l'image circle des optiques full frame. Donc voilà, c'est vraiment bien calqué par rapport aux objectifs. Bien évidemment, vous voyez, si par exemple aucun optique Super 35, en revanche, parce que l'image circle le plus court, ce serait le 33,2 mm. Donc il n'y a aucun optique Super 35 qui pourrait couvrir les différents formats du full frame. Voilà, donc ça c'est plutôt une chose utile. Et donc les choix des codecs d'enregistrement jusqu'à du 444 ESC, qui est plutôt bien. Voilà, et les luttes, on voit qu'il y a du Kinelog 3, donc il faut voir à quoi ça ressemble. Et voilà, donc encore une fois,
ce qui est bien, c'est que ça a l'air d'être une caméra sur le papier qui est vraiment top, qui pourrait vraiment rivaliser avec ce qu'on connaît, Arri, Red, Sony. Le seul problème, et c'est un problème majeur, et c'est pour ça que Panasonic, Varicam, Super 35 se sont plantés, c'est qu'après, il faut qu'il y ait des loueurs caméra qui les mettent en avant. Il faut qu'il y ait des partenaires entre Kinefinity et les loueurs caméra en France pour, par exemple, ce que, Panasonic a fait, c'est-à-dire de dire, bon, bah, on vous passe pendant 1 an une caméra, n'hésitez pas à la mettre en avant, n'hésitez pas à la prêter au chef opérateur pour la faire tourner et pour la faire connaître. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toujours pareil. S'il n'y a pas de demande de la part du chef opérateur, les loueurs n'en prennent pas. Et, très important, si les loueurs n'en prennent pas, les chefs opérateurs n'en prennent pas. Donc, en dehors des caractéristiques, des avantages de tout ça, si à un moment donné, les loueurs, il n'y a pas un partenariat qui se fait entre le fabricant et le loueur pour laisser une caméra à la maison et que les opérateurs puissent la tester et que les loueurs les mettent en avant, eh ben, il n'y aura pas grand-chose. Et ensuite, dernière remarque, c'est que le problème quand ce sont des caméras où les boîtiers coûtent 4000 balles et 6000 balles, je suis désolé, mais ça le fait quand même beaucoup. On n'a pas forcément envie de faire un long métrage avec, quoi. C'est con, c'est très con, mais voilà, on se dit, bah, pourquoi je prends un boîtier à 4000 balles alors que je peux prendre un boîtier à 50 000 balles pour un film. Voilà. Je ne pense pas que ça soit du low cost va servir la cause de se dire tiens, on va pouvoir l'utiliser pour faire du film cinéma. Bref, j'ai à peu près tout dit. Donc, si vous avez envie de la tester, eh ben, débrouillez-vous pour pouvoir véritablement essayer de pouvoir la tester en amont pour voir si elle correspond à votre demande. Parce que entre ce qu'il y a à l'écrit et après, quand on l'a avec soi, forcément, les choses changent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et rejoindre l'espace Misiflix pour en apprendre davantage et en apprendre plus. Bref, merci beaucoup, à très vite, ciao.